c'est parti pour 20 km jusqu'à Riellegos. Et aujourd'hui, on va toujours marcher au milieu des champs. Ceci est un cheval gris et non pas blanc. Donc c'est pas le cheval d'Henri IV. L'auberge où on a dormi cette nuit était pas mal du tout. Il y avait une quinzaine de personnes dans le dortoir, elle était remplie. Mais les lits, c'était comme des cabines de bateau, avec un petit rideau pour fermer, si bien qu'on a son espace, et surtout, on évite d'être ébloui par la lumière le matin. Et en plus, c'était très silencieux. Outre alberguer, cette auberge fait aussi bar-resto. Et il passe de la bonne musique qui m'a renvoyé dans ma jeunesse des années 80. Mais l'ambiance était bonne. Alors en plus, surtout hier soir, parce que l'Espagne jouait contre le Cap-Vert pour la Coupe du Monde de football. Et j'avais oublié d'ailleurs que cette année, c'était la Coupe du Monde de football. Bon, faut dire que je m'y intéresse pas vraiment. C'est reparti pour les lignes droites. On rencontre de temps en temps des panneaux avec cette citation d'Antonio Machado: « Marcheur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant ». Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir comme animaux sauvages dans le coin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bois et que des cultures. Bon, à part des antilopes. Ça fait plus d'une heure qu'on marche. Et là, depuis une heure, j'ai la tête absolument vide. Il est donc temps de traiter d'un sujet qui est important pour un marcheur, c'est-à-dire l'eau. Et en particulier, la question, doit-on avoir un camelbag ou des gourdes ou des bouteilles? Et ça, c'est un commentaire de Thierry qui m'y a fait penser et qui fait écho à une discussion que j'ai eue il y a quelques jours avec un Australien. Et c'était un lézard. Et à une réflexion personnelle que je me fais depuis quelques temps. Et je vais peut-être attendre de passer sous l'autoroute avant de continuer. Bien, qu'ai-je donc comme réserve d'eau? Eh bien, comme réserve d'eau, j'ai un camelbag de 2 litres qui me donne satisfaction depuis plusieurs années maintenant, mais dont les inconvénients me semblent prendre de plus en plus le pas sur les avantages. Alors ce camelbag, mis à part sur la Via de la Plata, je le remplis généralement qu'à moitié. Sur le Camino Frances, il n'y a pas vraiment de problème de ravitaillement en eau. L'avantage du camelbag, c'est que le poids est bien réparti au plus près du dos et en longueur. Ça, c'est important pour l'équilibrage du sac. Autre avantage relatif, c'est que
Vous pouvez boire en marchant à petite gorgée, et plus souvent qu'avec une bouteille. Mais je dis bien avantage relatif. Passons maintenant aux inconvénients. Le premier d'entre eux, eh bien, c'est la difficulté du lavage. Alors mon Camelbag a plusieurs années et des centaines d'heures d'utilisation. Et même si ma grande sœur, que je salue au passage, m'a offert un nécessaire pour le nettoyer, ainsi que pour nettoyer la durite qui amène l'eau à la bouche, eh bien, le Camelbag se dégrade et au bout de quelques années, l'eau a toujours un goût de plastique qui est assez désagréable à la longue. Deuxième inconvénient, si d'aventure vous avez une fuite, une soudure qui lâche dans le fond de votre Camelbag, eh bien vous allez tremper tout le fond de votre sac, mais vous en apercevrez trop tard. Alors jusqu'ici, ça m'est jamais arrivé. J'ai préféré prendre du matériel assez costaud. Troisième inconvénient, c'est pour faire son sac. En fait, je suis obligé de pratiquement vider mon sac, sauf le fond, pour pouvoir remplir le Camelbag et puis le glisser dans la pochette qui est prévue à cet effet. Sauf que quand on veut préparer son sac avant de partir, surtout si on part tôt le matin pour éviter de réveiller tout le dortoir, eh bien il faut remplir le Camelbag le soir avant de se coucher et remplir son sac après avoir mis le Camelbag dans le sac à dos. Et ça, bon, c'est quand même un petit inconvénient. L'avantage d'une gourde ou d'une bouteille, c'est que c'est plus facile à remplir en cours de route. Tandis qu'un Camelbag, vous êtes obligé de le sortir pour le remplir. L'inconvénient des gourdes ou des bouteilles, c'est qu'elles ne sont pas toujours facilement accessibles en fonction de la configuration du sac à dos. Sur mon sac à dos, par exemple, j'aurais du mal à accrocher une bouteille sur des bretelles, sauf à faire pas mal de bricolage pour éviter qu'elle se balade en travers de ma poitrine. C'est le cas aussi pour le sac à dos de Clémentine. Et j'ai bien des poches sur le côté, mais pour attraper la bouteille d'eau sans enlever le sac à dos, il faudrait que je me déboîte l'épaule. Et ça, ce serait embêtant. Alors il y a des sacs à dos, par contre, c'est le cas de celui de Clémentine, où vous pouvez facilement accéder à votre bouteille ou à votre gourde, qui est dans une poche latérale de votre sac, tout en marchant. Et vous pouvez, ce qui est encore plus important, la remettre tout en marchant aussi, sans vous déboîter l'épaule. La suite, après une petite pause à El Burgo-Ranero, parce que je m'aperçois que j'ai marché plus vite que prévu et du coup j'ai pas eu le temps d'enregistrer toute la séquence. Et là, si je suis arrêté et si je parle pour les rares fois en étant arrêté, c'est parce que je suis tout près du bar et que si je parle, je vais arriver au bar beaucoup trop vite, avant d'avoir fini de parler. Je parle plus, je vais au bar. Tu parles d'un cinéaste. Voilà, ça va, c'est pas les bars qui manquent. Bien, après cette pause second petit déjeuner, il est temps de repartir et il nous reste 13 km à faire. Bien, j'en reviens à cette histoire d'eau. Et il y a quelques jours, à une pause second petit déjeuner, j'ai discuté avec un Australien qui lui avait un petit gilet et avec deux petites gourdes devant. Et par-dessus, il mettait son sac à dos parce que le gilet n'avait pas de Camelbag derrière. Et il me disait que c'était très pratique.
et on a discuté pas mal des avantages et des inconvénients des différents systèmes d'alimentation en eau sur les sacs à dos. Et donc, après ces quelques mois de réflexion et tous ces échanges, je pense que à court terme, j'abandonnerai le système du camel bag. Alors, soit je trouve un petit gilet tel que celui qu'en avait l'Australien, soit je change de sac à dos, soit à quoi je pense depuis un bon moment d'ailleurs, pour prendre un sac à dos plus léger, parce que mine de rien, chaque kilo compte, et un sac à dos qui est ce système de poche latérale facilement accessible en marchant. Voilà, c'était la minute comment abreuver une antilope quand il n'y a pas de point d'eau dans le coin de cette étape. Voilà, et maintenant on a repris notre marche au milieu de cette plaine céréalière. Bon, ça fait un long moment qu'on marche sur cette longue ligne droite. Et comme les jambes font travailler toutes seules, le cerveau, lui, il batifole un peu dans tous les sens et on ne se rend pas compte des distances parcourues. Donc, avant que mon esprit ne se dissolve au milieu de ces champs interminables, je vais en venir à un commentaire sur la signification de San Nicolás del Real Camino, que j'ai lu tout à l'heure à la pause de second petit déjeuner, et qui mérite qu'on y revienne dessus parce qu'il y a plein d'informations dedans. Alors hier, j'ai traduit San Nicolás del Real Camino par Saint Nicolas du vrai chemin. La traduction littérale est bonne, sauf que en espagnol, Real ça veut dire vrai, mais ça veut aussi dire royal. Et comme l'a fait remarquer Mutin de Panurge dans son commentaire, San Nicolás del Real Camino devrait plutôt être traduit par Saint Nicolas du chemin royal, compte tenu de son histoire. J'ai donc trouvé un panneau explicatif, fort aimablement fourni par l'individu susnommé. Et ça m'arrange bien parce que trimballer un panneau explicatif sous forme de commentaire sur son téléphone, c'est quand même plus facile que de trimballer un panneau métallique de 2 mètres sur 2 dans son sac à dos. Pour en revenir à ce village, il est mentionné dans des documents médiévaux dès le XIIe siècle, en lien étroit avec le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et l'extension San Nicolás del Real Camino serait venue au cours du temps. Au Moyen-Âge, la couronne d'Espagne commença à légiférer sur les caminos reales, c'est-à-dire les chemins royaux, sous la protection et la juridiction directe du roi, par opposition aux chemins locaux. Le chemin de Saint-Jacques étant le chemin royal par excellence dans la région que nous sommes en train de traverser, l'usage populaire puis administratif aurait accolé ce qualificatif de réal aux localités pour les distinguer d'autres localités homonymes. Merci à Mutin de Panurge pour toutes ces précisions. J'aime bien Mutin de Panurge comme pseudo. Ah, c'est sûr que c'est un peu plus original que Mont Compostelle. Et si tu étais vraiment consciencieux, eh ben, tu ferais demi-tour et puis tu ferais 1 minute en arrivant à San Nicolás del Real Camino. Voilà, c'était la minute mes abonnés ont du talent de cette étape. Là, on a beau marcher le long d'une route,
Elle est très peu fréquentée, si bien que c'est pas un inconvénient. Ce serait même plutôt un avantage parce que la plupart, voire la quasi-totalité des bicigrinos prennent cette route-là. Comme c'est conseillé d'ailleurs sur le site Gronze qui en quelque sorte fait autorité pour les chemins espagnols. Or quand je dis la totalité des cyclistes, parce qu'il y en a un tout à l'heure qui a pris le chemin où il y a tous les piétons, mais heureusement il nous a sonné. Enfin il nous a sonné. Il nous a avertis avec sa sonnette. Hein, on ferait bien une petite pause à l'ombre de ces peupliers. Enfin, de ces peupliers et de ces platanes. Bon, ils ont tendu rien que pour nous. Bien, après cette petite pause, il est temps de repartir. Il doit nous rester à peu près 8 km à faire. Et je ne pense pas parler des Templiers aujourd'hui parce que pour gagner du temps, j'ai mis les séquences que j'ai tournées jusqu'ici bout à bout sur mon téléphone. Et si je parle de la commission pontificale, ben, la vidéo risque d'être beaucoup trop longue. Trop longue à regarder pour vous et surtout trop longue à monter pour moi, puis à mettre en ligne. Et ça dépend de l'existence du Wi-Fi, de sa qualité. Et s'il n'y a pas de Wi-Fi, de la qualité du réseau. Bon, en Espagne, ça va, c'est pas trop mal. J'avais pas beaucoup vu de champs d'avoine jusqu'ici. Alors on longe toujours la cordillère Cantabrique qui est sur ma droite et devant moi légèrement sur la droite. Et les monts Gléon, eux, ils vont être un peu plus devant sur la gauche. Quand je dis qu'on longe la cordillère Cantabrique, elle est quand même à un bon 50 km, voire un peu plus. Et là, on passe devant un petit aérodrome et une école de pilotage d'ULM, avec une piste en herbe. J'aurais préféré qu'ils arrosent ce côté-là. Ils savent pas tracer le virage dans ce bled. Alors, nous serions donc à 340 km de Santiago. Ce qui n'est pas sûr parce que le nombre n'a pas été gravé d'origine sur la borne. Et non, je ne convertirai pas ça en lieu. J'aurais peut-être pu convertir en miles. Parce qu'il y a 3 jours, j'ai discuté avec un couple d'Américains. Et ils nous demandaient, vous êtes partis quand de Saint-Jean? On leur a dit, ben, on n'est pas parti de Saint-Jean, on est parti du Puy-en-Velay. Donc ils ne connaissaient pas, ce qui n'est pas étonnant parce que les chemins en France sont très peu connus des étrangers. Et ils nous demandent, mais ça fait combien de miles? Ben plein. Et puis utilisez des unités de mesure raisonnables, sinon vous allez encore perdre une sonde spatiale. Voilà, ça c'est fait. Par contre, ce qui n'est pas fait, c'est l'arrivée. Là, c'est long.
Le bruit, c'était une feuille sèche. Chemin de Dieu. C'est pas la première inscription comme ça que je vois, avec la même écriture. Il y en a un ou une qui s'est amusé à écrire ça sur quasiment tous les panneaux qu'il rencontrait. Écoute Seigneur, je sais bien que tu as eu 7 jours, pardon 6, parce que le dimanche, il fallait que tu ailles à la messe pour créer le monde, et que tu as créé l'homme à ton image, mais bon, tu aurais au moins pu lui apprendre à tracer des courbes. Ah et ben voilà. Bon, je vais ralentir parce que ce virage, il va falloir en profiter. Voilà, à cette allure-là, c'est bien. On ne devrait plus être très loin de Redgevos. Je dirais peut-être 2 km. Ah, et là quand même, on a un petit raidillon de fin d'étape. Enfin un raidillon, ouais, un tout petit. Alors il y en a 2 devant là-bas qui n'ont pas remarqué qui a marché au milieu d'une route et qu'il y avait quand même des bagnoles qui circulaient. Alors mesdames, je crois que le gouvernement espagnol a aménagé une piste pour les piétons, justement pour éviter que les 10 piétons se fassent shooter par une voiture en marchant au milieu de la route. Voilà, nous arrivons à Reliegos. Reste plus qu'à trouver l'albergue municipal. Et ça devrait être là. Bon, là c'est un autre style de dortoir. Voilà, on est installé, on est allé manger un petit morceau, on a pris quelque chose pour faire la cuisine ici ce soir. Et ensuite, on va se reposer. Bon, l'étape a fait 21 km et les lignes étaient droites. Comme dirait un ancien Premier ministre, la route est droite, mais la pente est forte. En fait, non, la pente n'était pas du tout forte. Demain, ce sera Léon. Je dirais déjà Léon parce qu'on n'a pas vu passer la traversée de cette première partie de la Meseta. Et Léon, c'est à 24 km et demi. À demain pour de nouvelles aventures.